Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur les TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommet après une période de tension marquée, notamment par la fermeture de la frontière entre les deux pays depuis 2023. Le Bénin et le Niger ont engagé une nouvelle phase de dialogue en vue d'une normalisation progressive de leurs relations, assure dans cette édition Clément Adéoti Adéchian, fondé du groupe de presse USAE, analyste et chroniqueur politique qui se prononce sur les deux conditions préalables posées par le Niger. Les opérations de correction des épreuves écrites de l'examen du baccalauréat session de juin 2026 ont démarré ce lundi 29 juin dans les différents centres retenus à travers le Bénin. Soucieux de la réorganisation du secteur des organisations de la société civile, le Parlement béninois a doté le pays de la loi numéro 2025-19 du 22 juillet 2025 relative aux associations et aux fondations. Plus de détails sur cette loi dans ce 19h avec Morel Assagba, juriste et consultante en protection des données à caractère personnel. Apprendre chauffeur, c'est sentier. Oui, c'est sentier. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Merci de nous recevoir chez vous à nouveau. Bonsoir. Les travaux de correction des épreuves écrites de l'examen du baccalauréat session de juin 2026 ont officiellement débuté ce lundi 29 juin dans les centres de correction répartis sur l'ensemble du territoire national. Selon le calendrier établi, il devrait prendre fin le 4 juillet 2026. À cette étape décisive de l'examen, des centaines d'enseignants assistés de secrétaires, de présidents de jury et d'autres acteurs mobilisés sont appelés à assurer une correction juste, rigoureuse et équitable des copies des candidats. Pour rappel, cette année 2026, 77 101 candidats ont composé dans 140 centres sur l'étendue du territoire national. La première délibération est attendue pour le 8 juillet 2026.
Suite aux récentes assises diplomatiques pour la réouverture de la frontière commune, le Niger a posé à Cotonou des exigences sécuritaires non négociables. Ces conditions issues de discussions entre experts des deux pays sont les suivantes. La signature d'un accord de défense stipulant l'interdiction d'utiliser le territoire de l'un des États pour déstabiliser l'autre. Une transparence totale concernant les dispositifs militaires étrangers près de la frontière. Coopération bilatérale et la création d'une cellule de renseignement conjointe pour lutter contre le terrorisme. Reçu par Abdelkader Achirou Zakiat Latondi sur l'émission hebdomadaire Point Levé de Esaü Télévision, Clément Adeoti Adéchian, fondé du groupe de presse Esaü, analyste et chroniqueur politique, estime que ces deux préalables sont réalistes. Suivons ensemble un extrait de son argumentaire. Réaliste, il faut être honnête pour le reconnaître. Nous sommes partis d'une guerre inlassable d'accusations parfois loufoques, farfelues et sans fondement à un rapprochement assez providentiel. Il faut le dire, on est tout ému, on est tout joyeux, qu'on soit béninois ou nigérien, de savoir aujourd'hui que ces deux peuples peuvent parler ensemble. Alors, que le Niger en vienne à ne plus retrouver des armes militaires français à Kandi ou à Malanville, ou des drones en train de surveiller leur territoire et qui ne posent que des accords de défense mutuelle. Ils n'ont pas dit vous nous signez et vous vous engagez en tant que Bénin que vous n'allez pas faire ci, vous n'allez pas faire ça. Non, ils n'ont pas dit ça. Ils ont plutôt demandé un accord mutuel. Deux accords. Je crois que c'est 2 points. Ce n'est pas des points d'achoppement. Signature d'un accord formel actant le principe de non-agression mutuelle et l'engagement strict à ne servir de base arrière à aucune action de déstabilisation visant l'autre pays. Et la seconde exigence, c'est la clarification totale concernant les dispositifs et bases de forces étrangères stationnées près de la frontière. Et à cela, ils ont ajouté le troisième dispositif, la cohabitation au niveau des services de renseignement mutuels et réciproques. Donc, on va dire un accord de défense et un accord de sécurité. Oui, un accord de défense, cela signifie que de part et d'autre de nos frontières, nous devons nous engager mutuellement à utiliser des dispositifs que nous connaissons de part et d'autre. C'est normal. Je crois que c'est réglo. Hein? Et nous voulons faire ami-ami désormais. Il faut que je sache, surtout que nous sommes entourés de terroristes qui nous attaquent tout le temps, il faut que je sache comment attaquer, comment tu contre-attaques. S'il me fuit et qu'il vient chez toi, comment tu réagis au même moment. Donc, nous devons savoir qu'est-ce que nous utilisons ensemble. Et deuxième accord qui est important, nous devons savoir est-ce qu'on a des amis en commun ou des amis non en commun qui seraient en train de partager toi ton espace près de ma frontière éventuellement. Il faut que je sois au courant de ça pour savoir que il y a quelqu'un qui n'est pas mon ami mais qui est sur son territoire. Ils n'ont pas dit, comme il le disait avant, nous ne voulons pas avoir des Français sur le sol béninois. Ils sont beaucoup plus flexibles aujourd'hui. Très flexibles. Ils n'ont pas dit, nous ne voulons pas avoir des Français, comme le Bénin n'a pas dit, nous ne voulons pas avoir des Russes sur le sol nigérien. Donc, chacun garde ses amis. Mais une préoccupation quand même, est-ce que la présence de bases militaires étrangères au Bénin est clairement visée par Première chose, il a été démontré, il a été prouvé, il n'y a jamais eu de base militaire français ou étrangère au Bénin. Il y a eu des coopérations militaires, comme il y en a avec le Niger et les Russes, comme il y en a avec le Burkina et les Russes, comme il y en a avec le Mali et les Russes. Chacun choisit ses coopérants. Mais cette exigence, est-ce que ça ne compromet pas le Bénin par rapport aux alliances avec d'autres pays? Non. Ce qu'ils disent, nous devons savoir pour savoir à quoi nous en tenir. Oui. Ça va de bon train dans la collaboration des services de renseignement. Oui, entre amis. Bon, il ne faut pas que je sois gêné qu'en venant chez toi de découvrir que tu vois d'autres personnes sur mon dos et je n'étais pas au courant. Et je vais venir te surprendre que, bon, je n'étais pas seul. À partager, donc la clarté dans les relations. Partager le salon et la chambre avec vous, Madame Zakiat. Je dois savoir que nous sommes 2, nous sommes 3. J'aime bien cette métaphore, mais on revient sur le terrain, c'est exactement de la coopération. C'est ce que les Nigériens demandent. Que le Bénin fiancé ou le Bénin mari soit clairvoyant. Ne pas découvrir que quelqu'un lui tape dans le dos. Exactement, dans la nature des relations que nous avons, qu'est-ce qui est clair, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, le plus sérieusement du monde, je crois que c'est à peu près ça. Et je nous trouve. Et ils sont allés plus loin. Nous partageons les informations de renseignement. À savoir,
on est capable, par les moyens que vous avez logistiquement, de localiser au plus vite où serait la position des groupes de Nîmes là ou des djihadistes là. Et comme les Nigériens peuvent le savoir aussi, pendant qu'ils sont en train d'évoluer en grappe vers le Bénin, on peut les identifier comme vers le Niger, comme vers le Burkina, peut-être éventuellement plus tard dans d'autres accords. Donc je crois quand même qu'il faut saluer cette progression-là. Ce n'est pas des blocages comme par le passé de facto. Non, ce n'est pas des blocages de facto, ce n'est pas des blocages de mauvaise foi, de mauvaises personnes qui n'ont pas envie. Ils visent une saine collaboration. Ici, il est question qu'on s'entende, qu'on ouvre les frontières. Nous ouvrons nos frontières et nous avons un ennemi dangereux en commun, les terroristes. Alors si les frontières sont ouvertes et que nous savons que c'est les terroristes que nous combattons, nous devons parler le même langage du point de vue diplomatique, du point de vue géopolitique, du point de vue militaire, du point de vue stratégique et du point de vue des renseignements. Je crois que c'est une avancée qu'il faut saluer. Pour une meilleure collaboration éventuellement. Mais vous parlez de réouverture des frontières. Aujourd'hui, un chronogramme pour la réouverture des frontières a été validé, mais une réouverture progressive, justement. Est-ce que concrètement, cela signifie que les populations... Qu'est-ce que ça signifie pour les populations et les commerçants? Lorsqu'on parle de réouverture progressive. Réouverture progressive, c'est d'abord la joie. Et le pont de Jola, le pont de Malanville a été totalement encarté, a été verrouillé. Il y a des tracteurs d'un côté, il y a des blindés d'un autre. Il faut commencer par déplacer. Fermer entièrement l'accès. Exactement. Donc on ne pouvait passer que par le fleuve. Le fleuve marchait, le fleuve a toujours marché régulièrement. Les deux peuples ont trouvé le moyen de pouvoir se fréquenter, de pouvoir se visiter. Alors, ici maintenant, c'est de commencer par libérer le pont, qui est le principal moyen de communication physique entre les deux peuples. C'est déjà très important. Donc, une frontière, après 3 années comme ça de guerre et d'affrontements diplomatiques, verbal, Dieu merci, on n'est pas allé aux armes, doit pouvoir s'ouvrir progressivement. Je crois que sur tous les cieux, ça se passe comme ça. On décide d'abord qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ouvre d'abord. Les personnes commencent par circuler. Ensuite, les biens. Donc, progressivement, c'est dans la droite ligne. Maintenant, des choses. Accord avec le port de Cotonou. N'oubliez pas, il y a un accord qui doit venir là, par rapport au port de Cotonou. Le port d'attache le plus naturel des Nigériens. Il faut revenir maintenant à ce port. C'est quoi les nouvelles conditions? Voici les conditions qu'on avait avec Lomé. On revient à notre port de Cotonou. Cotonou, c'est l'OCBN, Organisation commune Bénin-Niger. On a toujours évolué ensemble. Nous avons eu des patrimoines ensemble. Nous avons fonctionné ensemble. Ils ont encore des structures installées au niveau de notre port. Donc, c'est leur port. Alors, nous revenons sur notre port. Comment ça va se passer? Donc, tout ça participe de ce qu'on appelle la réouverture progressive de nos frontières. Tout ira progressivement, sans brutalité et en même temps sans faux fuyant. Il ne faudrait pas qu'on se trompe sur quelques détails près pour revenir encore bruyamment en arrière. Je crois qu'il faut comprendre que les choses doivent se passer comme ça. Les députés de la 10e législature de l'Assemblée nationale réunis en séance plénière le 24 juin dernier sous l'égide du professeur Joseph Ifame Diogbenou ont examiné et adopté la loi numéro 226-11 du 24 juin 2026 portant modification de la loi numéro 2009-22 du 3 janvier 2014 relative à l'institution du médiateur de la République. Toujours au micro de Abdelkader Achiro et Zakat Latoundi lors de son intervention sur l'émission hebdomadaire Point Levé, Clément Adéoti Adéchian, fondé du groupe de presse analyste et chroniqueur politique, s'est exprimé sur le rôle, le fonctionnement et les attributs du président de cette institution de la République. On le suit. Ce que je peux dire d'abord d'entrée, ça ne concerne pas le médiateur qui est en place, qui a fini déjà son mandat, et ça ne concerne pas non plus le vice-président actuel, je crois que c'est Amouda. Et ça ne le concerne pas non plus. Amouda, oui. Alors, leur mandat est terminé, leur mandat est fini déjà en août, donc ils seront nettoyés. On va installer une nouvelle équipe au CES. Au CES, au Conseil économique et social, oui. Alors, et avec un nouveau bureau. Et c'est à partir de ce bureau maintenant que le nouveau vice-président devient le médiateur de la République. Alors, ce qu'il faut d'abord commencer par dire par là, c'est qu'enfin, on vient de reconnaître que le médiateur n'a jamais servi à rien, en réalité.
C'est à peine une institution que vous oubliez. Je ne sais pas, citez-moi 2 ou 3 dossiers où vous êtes fiers de dire, oui, grâce au médiateur de la République, nous avons eu des dossiers qui ont été ébranlés et que cette institution a résolu. Pourtant, c'est une institution qui existe, qui a un directeur de cabinet, qui a tout un organigramme, un secrétariat, un personnel qui fonctionne, qui grouille de monde à porte nouveau, mais en réalité, ça ne sert à rien. Mais comme on le dit, en tant que médiateur, tout se passe beaucoup plus dans la discrétion. Ce n'est pas des dossiers qui sont traités au vu. Mais il faut comprendre qu'au Bénin, que le Béninois n'est pas du genre à régler ses problèmes toujours dans la douceur et dans la discrétion. Lui, il a un problème, il veut que ça se règle. Le bien ne fait pas toujours du bruit, comme on dit. Oui. Ben, sauf que quand on est le Béninois aime bien, quand il est victorieux, dans une situation que ça se sache. Qu'il crie victoire. Qu'il crie victoire. Alors, je n'ai pas encore eu souvenance. Il y a peut-être certainement des situations, des gens qui saisissent le médiateur, qui forcément n'a pas une force. Vous savez, le médiateur de la République n'était pas dans la Constitution. Ce n'est pas une institution constitutionnelle. C'est une institution qui a été fondée par décret. Et je crois que c'est ça qu'on est en train de résoudre maintenant aujourd'hui pour le remettre à sa place. Comme ce n'est pas une institution constitutionnelle, il faudrait que désormais, pour continuer quand même pas donner primauté à ceux qui aiment bien les négociations en douceur, comme vous le dites, que ceux qui préfèrent les passages en force, par la violence, par les tribunaux, de continuer par leur permettre d'avoir une chance de gérer tout ça par l'institution CES. Alors, ce qui va se passer, c'est que le médiateur de la République désormais n'est plus le chef de lui-même autonome. Le médiateur de la République devient maintenant un sous-chef, parce qu'il est le vice-président d'un président du CES. Alors, son pouvoir, pendant qu'il doit pouvoir jouer son rôle de médiateur, c'est que désormais, il doit pouvoir recevoir ordre d'un président du CES, désormais. Ce qui limite probablement ses champs d'action. Il n'a plus, pendant qu'il doit peut-être recevoir des dossiers de médiature qu'il doit gérer, pendant ce temps, son président du CES peut programmer des activités urgentes et immédiates. Parce qu'il est encore vice-président. Parce qu'il est vice-président du CES. Alors, voici les blocages qu'on aura. Il ne sera pas un médiateur heureux. Il ne sera pas un médiateur budgétisé à part entière. Il ne sera pas un médiateur qui pourra avoir une institution à part. C'est un médiateur qui va pouvoir utiliser les institutions disponibles au niveau du CES. Son secrétariat particulier, en tant que président, vice-président du CES, servira à recevoir les dossiers. Son bureau au CES sera le bureau qui lui servira à organiser ses audiences. C'est pas ça. Je crois que on n'a pas voulu faire disparaître. On n'a pas voulu faire disparaître. C'est la réforme, en fait, en quelque sorte. Il y avait les partisans de faisons disparaître cette institution et les non-partisans qui disent, bon, au fond, à défaut, alors, créons-lui une petite passerelle minima pour que ça ne pèse plus sur le budget de la République. Alors, il est vice-président du CES et de sa position, de son fauteuil, il est médiateur. Donc, s'il a encore le temps consacré à la médiature, c'est son problème, en fait. Alors, lorsqu'on parle du médiateur de la République dans sa nouvelle forme, là, actuellement, tout de suite, lorsqu'on parle d'abord de cette institution, on pense tout de suite au frère Melchior, à Albert Thévo Edré, qui est quand même l'un des grands artisans qui ont institutionnalisé cette institution-là. L'essence de cette institution était de répondre à des besoins. Est-ce que dans cette nouvelle monture de cette institution du médiateur de la République, est-ce que les besoins seront toujours réglés ou on a juste voulu contenter pour ne pas supprimer? Oui, les besoins sont toujours là, en fait. L'objectif, c'est quoi? Est-ce que tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, nécessairement, doivent se résoudre devant les tribunaux? Quand vous prenez, par exemple, les problèmes d'ordre commercial, les contentieux au niveau du commerce et des affaires, la Chambre de commerce a prévu une chambre de médiation, par exemple, qui fonctionne à merveille. Il y a beaucoup de litiges qui sont évacués au niveau de cette chambre de médiation rapidement, où chacun comprend qu'il a intérêt à lâcher du lest, à payer ce qu'il doit payer, à lâcher ce qu'il peut lâcher, que d'aller perdre de l'argent avec un avocat, que d'aller devant les tribunaux dans une procédure qui peut durer 5 ans, 10 ans. J'en sais quelque chose. Et ils font confiance à la médiation, à la chambre de litige de la chambre de commerce. C'est évident qu'on a à gagner, on a sérieusement à gagner, à retenir d'avoir... En passant par le médiateur. D'avoir un médiateur, parce que, comme vous le dites, il y a suffisamment de problèmes qu'on n'est pas obligé de médiatiser, qu'on n'est pas obligé d'aller exposer devant les juridictions. Il y a des problèmes qu'on peut gérer en coulisses, qu'on peut gérer en sourdine. Entre autres, par exemple,
il y a plusieurs institutions, il y a des chambres qui existent, qui ont des chambres de médiation, on n'est pas au courant, en fait. Alors ici, on a voulu faire une institution de la République, le médiateur, pour intercéder. Mais écoutez, pensez-vous par exemple que on serait obligé d'aller au tribunal avec les démocrates si le médiateur de la République fait son boulot? Le médiateur de la République, par exemple, aurait pu, par exemple, convoquer les acteurs, les démocrates, les écouter, faire des propositions. Par exemple, si on avait donné pouvoir, par exemple, à cette institution, si on lui avait donné ne serait-ce qu'un début de pouvoir juridictionnel, qui écoute les acteurs, qui fait des propositions, que le tribunal peut suivre à un moment donné. Mais on a l'impression que cette institution a toujours fonctionné comme ça, dans le silence, dans l'oubli le plus absolu. On regarde ce que vous dites. Ce qui fait que personne n'a envie, quand le problème est sérieux, d'aller perdre son temps devant la médiature. Justement, en parlant du médiateur de la République, l'institution est très peu connue de la population, mais la grosse question, c'est qui peut aller vers le médiateur de la République et pourquoi concrètement? Oui, absolument. C'est ça le problème. C'est pourquoi je dis, on a pris longtemps à se préoccuper du gros budget que consomme la médiature en général, que de se préoccuper. Il a toujours son budget que de se préoccuper en réalité de son fonctionnement, de l'instance même. D'abord, et de l'impact pour la population. La voie de recours, son pouvoir, l'impact, qui peut, qui doit, et quelles sont les forces de coercition de cette décision à un moment donné. Alors, il y a plusieurs choses à dire, à redire par rapport à ça. Et personne ne s'est préoccupé de ventiler ses prérogatives, de faire connaître aux populations, non, n'allez pas au tribunal, venez devant le médiateur de la République, vous aurez gain de cause. Je peux faire un rapport. Qui peut vous accompagner au tribunal? Les gens ne sont pas au courant. Les gens ne savent pas à quoi ça sert. Effectivement, je crois que les gouvernants ont bien compris cela pour dire, bon, au lieu de l'effacer tout de suite de nos cartes, commençons déjà par réduire drastiquement ses prérogatives, son budget, en le confinant à la gestion du vice-président du CES. Mais je crois qu'on a pris des années et des années au Bénin à ne pas communiquer réellement. Pourtant, le médiateur de la République pensait en ce moment effectivement par Albert Thévois, le renard de Dregbe, est parti d'un constat que parfois on perd notre temps à aller devant les juridictions judiciaires à régler des problèmes qui n'en valaient pas la peine que de le résoudre avec une institution flexible qui propose des solutions qui satisfassent tout le monde. C'était évident, c'était réel. Mais la préoccupation, à un moment donné, c'était qui caser rapidement quand il n'a pas pu être président de la République, et vice-président de la République, ministre, conseiller ou député. Alors, et on regarde sur le tas, c'est qui reste là, qu'on n'a pas pu mettre quelque part. Ah, zut, lui, on le met au médiateur de la Rubrique. On l'a casé. Non, ce n'est pas toujours fait en tenant compte des compétences, des aptitudes de la personne. Vous allez voir, José Nionofou, après, maintenant c'est M. Essou qui est là. C'est toujours, à un moment donné, dans le souci de l'équilibre des répartitions géopolitiques qu'on cherche, qui on doit envoyer à la médiature. Ce n'est jamais pas préoccupation majeure de résolution de certaines crises mineures ou d'importance dont il faut éviter la résolution par le tribunal. On a envie de recaser, de gérer les intérêts. Je crois que le système actuel a si bien compris cela pour dire première chose. On aura appris à se préoccuper de qui on n'a pas nommé, qui n'est pas allé à l'Assemblée et qui sera en train de bouder dans son coin, qu'il faut aller caser en tant que médiateur, qui se considère aussi comme président d'institution. Donc c'est fini l'épopée président d'institution en tant que médiateur de la République. Le vice-président du CES peut jouer ce rôle. Donc on a réglé un problème. Donc personne ne va plus rêver désormais pour dire, bon, moi je vais aller à la médiature. Mais il peut rêver être vice-président du CES aussi. Deuxième chose. Pour pouvoir devenir médiateur de la République. Deuxième chose. Ça fait du vice-président du CES, quand il n'est pas président, un homme occupé aussi. C'est aussi ça, parce que par le passé, le vice-président du CES, c'est pratiquement quelqu'un qu'on ne connaît pas. On connaît M. Amouda, c'est un magistrat, parce qu'il a été, par le passé, à la Cour constitutionnelle. Et président de la Cour constitutionnelle après le départ de Joseph Diago. Oui, voilà, donc c'est un homme important qu'on connaissait. C'est pourquoi on retient son nom tout de suite, qu'il est vice-président de l'actuel CES. Sinon, si je vous retourne en arrière en tant que journaliste de me citer 3 vice-présidents de CES que vous connaissez, vous n'en connaîtrez pas. Mais pourtant, les présidents, vous les connaissez. Parce que c'est le président d'une institution qu'on connaît. Mais ici, désormais, on fait du vice-président du US comme la vice-présidente de la République du Bénin, des hommes importants. Des hommes importants, désormais. Il y en a beaucoup qui sont décédés aussi. Qui ont un portefeuille.
président du CES. Vice-président. Il y en a beaucoup qui avaient eu il y avait cette pandémie à l'époque où beaucoup décédaient. Ah bon, quand ils sont vice-présidents, ils décédaient. Oui. Vous voulez faire peur au prochain vice-président du CES ou quoi? C'était un constat. Alors, c'est pour dire quand même le portefeuille devient important d'être vice-président du CES. Et je crois que pour l'économie, pour la caisse commune de la République, je crois que ça en valait la peine. Parlons sécurité routière à présent dans le cadre des préparatifs de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance du Bénin. La Société de la logistique des événements Sol SA a annoncé dans un communiqué rendu public la mise en place de nouvelles dispositions de circulation sur le boulevard de la Marina de Cotonou. Selon le communiqué, ces travaux d'installation des tribunes à hauteur de l'esplanade de l'Amazone entraîneront des perturbations temporaires du trafic. Une déviation est d'ailleurs prévue à cet endroit avec un report de la circulation sur la chaussée gauche pour les usagers venant du port autonome de Cotonou et sur la chaussée droite pour ceux arrivant du Nouveau-Tel. La portion concernée sera exploitée en double sens pendant toute la période des travaux. La Sol SA invite donc les usagers à respecter scrupuleusement ces nouvelles dispositions. Les véhicules gros porteurs sont quant à eux exclus de cette déviation et devront emprunter des itinéraires alternatifs. Je l'ai annoncé à l'entame de cette édition, la loi numéro 2025-19 du 22 juillet 2025 est le nouveau cadre juridique qui régit les associations et les fondations en République du Bénin. Elle remplace la loi de 1901 pour mieux encadrer la création, l'organisation et la transparence financière des structures associatives. Dans l'élément assure, Morel Assagba, juriste et consultante en protection des données à caractère personnel, nous présente le contenu de cette loi et ses spécificités. Elle est au micro de Francis Sola Fahamé. La nouvelle loi, c'est la loi 2025-19 du 22 juillet 2025 qui régit maintenant les associations et les fondations en République du Bénin. Elle remplace désormais la loi française du 1er juillet 1901 qui régissait jusque-là les associations et les fondations au Bénin. Cette loi établit un nouveau cadre juridique plus moderne et plus précis pour les associations et les fondations en République du Bénin. Elle fixe les conditions de création, de fonctionnement, de financement, de contrôle et de dissolution des associations. Pour faire simple, cette nouvelle loi veut promouvoir la transparence financière, la bonne gouvernance, la traçabilité des ressources, le respect de l'ordre public et de la paix sociale. La loi impose également aux associations et aux fondations d'avoir un objet licite, des statuts conformes et une bonne transparence. Certaines obligations administratives et déclaratives deviennent désormais obligatoires. Beaucoup de personnes croient que c'est les ONG qui sont concernées par cette nouvelle loi. Malheureusement, non. Cette nouvelle loi concerne également tout ce qui est association religieuse, tout ce qui est église, mosquée et organisation confessionnelle. Pour faire simple, lorsque la loi s'explique dans son document, on va voir qu'elle a cité certaines associations qui sont concernées. Il s'agit notamment des ONG, des fondations, des associations religieuses, des fêtières d'associations, ainsi que les organisations étrangères qui exercent au Bénin. Donc, il faut qu'on comprenne cela. Ce n'est pas seulement les ONG qui sont concernées par la loi 2025-19 du 22 juillet 2025, mais tout ce qui est association qui regroupe des personnes doivent également savoir qu'elles doivent respecter et suivre les dispositions de cette nouvelle loi. En cas de non-conformité, la loi a prévu des sanctions, plusieurs types de sanctions. Il y a des sanctions administratives, il y a des sanctions pénales contre les dirigeants de ces associations-là. Ça peut être même contre l'association. Et ces sanctions sont souvent la suspension des activités, le retrait du récépissé d'autorisation des essais, des peines d'amende, des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 1 an d'emprisonnement et pour les amendes allant jusqu'à 1 million de francs CFA. Et donc, les associations qui jusque-là ne se sont pas encore mises en conformité
et par rapport à la loi 2025-19 du 22 juillet, devrait normalement le faire en suivant le délai qui a été fixé tout dernièrement par le ministère de l'Intérieur, parce que avant cela, c'était le 3 mai qui était prévu pour que toutes les associations se mettent en conformité, c'est-à-dire celles qui étaient créées avant doivent actualiser leur statut et règlement, et celles qui veulent se créer doivent respecter cette nouvelle loi. Mais suite à certaines contraintes logistiques, le ministère de l'Intérieur a dû prolonger ce délai de 3 mois, et donc toutes ces associations ont l'obligation de se mettre en conformité. Et si elles ne se mettent pas en conformité, la sanction la plus simple, c'est la dissolution ou le retrait des essais, tout simplement. Ces associations n'auront plus la possibilité de continuer les activités, et donc la fermeture pure et simple de cette association. Les principales obligations qui sont à la charge des associations sont les suivantes. Avoir des statuts conformes à la loi, déclarer officiellement les associations au registre des associations et fondations, avoir un objet licite et non lucratif, avoir une gestion transparente, produire des rapports annuels et des rapports financiers sous peine de sanction, déclarer les modifications importantes de l'association, respecter les lois et règlements en République du Bénin. La loi 2025-19 sur les associations repose sur le principe de regroupement de plusieurs personnes. En pratique, une association nécessite au moins 2 personnes qui ont un objectif commun. L'étude d'intervention du 5e volet du projet WASH approche fondée sur des preuves pour l'amélioration de l'hygiène et de la sécurité des aliments au Bénin a formé les vendeurs et vendeuses de repas de la formation. S'est déroulée du 25 au 27 juin 2026 au centre Anouriat d'Abomey-Calavi. Comme l'encanté Amoussou pour le reportage. Technique de lavage des mains, conservation des aliments et la propreté des lieux de vente. C'est, entre autres, les notions transmises aux participants à travers cette formation. Il s'agit de l'étude du 5e volet du projet WASH RGHI, dont les approches sont fondées sur des preuves pour l'amélioration de l'hygiène et la sécurité sanitaire des aliments de rue au Bénin. Pendant 3 jours, les participants ne se limiteront pas à écouter des exposés, ils discuteront de leurs propres pratiques. Ils analyseront des situations réelles rencontrées quotidiennement dans leur activité. Ils observeront des images ou des vidéos issues de nos propres expériences microbiologiques. Ils participeront à des démonstrations pratiques reproduisant des conditions réelles de la vente des aliments de rue. Ils chercheront eux-mêmes des solutions adaptées aux contraintes de leur métier. Ils construiront leur propre plan d'action. Les formateurs ont également exhorté les participants à saisir cette opportunité. Cela permettra d'améliorer du point de vue économique votre chiffre d'affaires et nous attendons à la fin de cette formation que les changements de votre comportement soient une vérité. C'est une bonne opportunité pour vous. Nous vous convions vraiment à suivre et à tirer vraiment beaucoup de nouvelles connaissances. Ça fera du bien pour notre nation parce que notre santé en dépend énormément. Du 17 au 27 juin 2026, les vendeurs d'aliments de rue ont suivi une formation intense, purement pratique. Au terme de cet apprentissage, ils prennent l'engagement d'appliquer les enseignements reçus. Oh, je suis très fascinée par la formation et très ravie parce que il y a des choses que moi-même je fais et que je constate que ce n'est pas du tout bon. Alors, j'ai pris la résolution de m'engager à améliorer mon hygiène et surtout pour la sécurité sanitaire des aliments. C'est une bonne chose. Et moi, mon arrivée ici, j'ai appris beaucoup de choses que je ne faisais pas à mon lieu de vente. Les choses que j'ai vues ici, je compte les mettre en pratique.
nous cuidi na décodo nous satemi tole evimi dimbo na mono et na bio et dodire et ma bleu lo kerebo jodo et les blobonu me po mo mo kunu dieme di midre don wale o ye ni mo kunu diemo midre lo mina zegbe taboro e no mi gbe mi tonde do nu sawe di midre don e na doni lo walole de mi no wo enyonu me no adu no mi gonle ka yon mi dele desuwa. Après cette étape, le projet WASH RGHI Reikit USA-UK va se déployer sur le terrain. Ce qui reste maintenant, c'est de faire aussi un suivi. C'est pourquoi, après cette formation, dans quelques semaines, nous irons vers les vendeurs et vendeuses d'aliments de rue pour voir si les engagements qu'ils avaient pris au cours de la formation sont réellement mis en pratique. Nous irons voir et nous allons les encourager pour mettre en pratique tous ces engagements. Cette formation est sanctionnée par la remise des attestations accompagnées des fiches d'engagement. Le collège Saint-François de Sales d'Okedama a tenu du jeudi au 27 juin dernier une semaine culturelle pour marquer la fin de l'année académique portée par le thème « Bien éduqué, priorité des priorités qui a gagné le cœur de l'homme, a gagné tout l'homme ». Cette semaine culturelle a misé sur le sport. Le reportage avec Elvic Ngbeto, Mouidine Lawali et Jean Aclé de la rédaction de Zaï TV Paraco. Bien éduqué, priorité des priorités, qui a gagné le cœur de l'homme, a gagné tout l'homme. C'est le thème de la semaine culturelle au complexe scolaire Saint-François de Sales d'Okedama. Du 25 au 27 juin 2026, l'administration a donné l'occasion aux apprenants de se distraire à travers des jeux sur l'ensemble des 3 jours. À la suite de ces activités, l'un des enseignants et pères religieux revient sur l'objectif visé par l'école. Le sport revient de plus en plus parce que nous avons choisi, un peu comme le marathon salésien de Paracourt, passer par le sport pour éduquer l'homme et tout l'homme. Donc, c'est cette approche que nous avons choisie et nous voulons que les parents nous accompagnent, que les enseignants et enseignantes de notre établissement nous accompagnent, que tout Béninois, tout Africain nous accompagne dans ce projet qui vraiment réalise l'homme et épanouit l'homme, et l'homme est équilibré dans la société. Les enfants n'étudient pas pour étudier, les enfants étudient, ils doivent être excellents dans ce qu'ils apprennent, mais aussi ils doivent apprendre à travailler de leurs propres mains, à savoir sentir la misère de l'autre, la vulnérabilité de l'autre, c'est ça le cœur. De leur côté, les apprenants montrent leur satisfaction pour l'organisation mise en place. Plusieurs sentiments m'animent du même coup, la fatigue, la joie. Moi, je suis très heureux et je voudrais inviter mes confrères, mes consoeurs à participer davantage à ce genre d'événement. Je remercie les membres de l'administration pour tout ce qu'ils ont fait pour nous tout au long de cette année et que Dieu les bénisse, qu'ils continuent comme ça jusqu'au bout et que le Seigneur les protège. Les parents à leur tour livrent leurs impressions et disent des mots à l'endroit du collège scolaire Saint-François de Sales. C'est très impressionnant parce que nous sommes en train de voir ici le résultat des séances culturelles des vendredis soirs et c'est vraiment très intéressant quand même. Nos enfants sont aujourd'hui à la fin de l'année, ils vont en vacances. Ils nous ont invités à assister à leurs fêtes et on a vu nos enfants assez talentueux qui nous ont présenté assez de phases, de sketchs, de danse, beaucoup de tableaux qui nous ont émerveillés. Et nous bénissons actuellement le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nos enfants. Une semaine culturelle qui mise sur le bien-être des apprenants et prend fin par la remise d'attestations et kits aux meilleurs apprenants de chaque promotion. Le collège Saint-François de Sales d'Okedama termine cette année académique 2025-2026 dans la bonne ambiance tout en annonçant une nouvelle année avec une meilleure éducation. Une équipe du commissariat frontalier de police de Malanville a intercepté 10 mineurs au niveau du fleuve Niger. Le convoi se dirigeait vers la ville de Gaïa au Niger. Selon les informations fournies par les sources policières, les victimes de ce réseau sont majoritairement des écoliers dont l'âge varie entre 6 et 15 ans. Lors de leur interception, le groupe d'enfants ne disposait d'aucune autorisation parentale formelle permettant leur sortie du territoire national soumis à un interrogatoire par les forces de l'ordre.
Le suspect a tenté de justifier ce déplacement en affirmant que les enfants traversaient simplement la frontière pour y passer leurs vacances scolaires. Cependant, les déclarations des 10 mineurs ont formellement contredit cette ligne de défense. Les enfants ont explicitement indiqué aux enquêteurs qu'ils étaient convoyés vers Gaïa pour y effectuer des travaux champêtres. Devant ces éléments flagrants de traite d'enfants, l'affaire a immédiatement été portée à la connaissance du procureur de la République. Le passeur a été placé en garde à vue au commissariat d'arrondissement de Malanville afin de faire l'objet d'une enquête approfondie. Voitures de transport avec chauffeur, les VTC sont les services de transport privés sur réservation. Contrairement aux taxis, ils proposent des tarifs fixés à l'avance et ils utilisent des véhicules confortables. À Cotonou et dans le reste du Bénin, le secteur est en pleine expansion et fait actuellement l'objet de discussions pour une meilleure régulation et tarification. Des citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou racontent leur expérience avec ces moyens de transport et ils se sont exprimés au micro de Achille Renaud. Les nouveaux moyens de transport, c'est plus mieux que les ZEM parfois, surtout quand... D'abord, c'est plus sécurisé parce que nous sommes à bord de ces voitures-là. Et aussi, quand vous êtes un certain nombre à emprunter ces moyens de transport, c'est plus économique que de prendre ZEM à deux ou bien... voilà, bon, c'est plus mieux, c'est de... Ces chauffeurs aussi, ceux-là qui sont à bord de ces voitures, c'est des gens qui suivent normalement la procédure, c'est-à-dire qui suivent ils ont une plateforme bien, leur système qu'ils suivent et pour savoir comment faire pour nous amener à bon port. Avec leur façon de livrer les marchandises, très souvent, avant quand tu appelais un ZEM pour une livraison, le ZEM peut te dire quitter ici à Calavi à 1500, à 1000 francs, mais avec les nouveaux moyens de transport, tu es à peine à 600, 500, tu es déjà à la destination de la livraison. Donc moi, je trouve ça une bonne chose. Voilà. Et de l'autre côté, ça concerne les utilisateurs de ces nouveaux moyens de transport qui, excusez-moi beaucoup, qui ne maîtrisent pas trop comment quitter leur chemin pour pouvoir emprunter un autre chemin. En voulant quitter la route, peut-être du côté droit ou bien côté gauche, ils quittent sans regarder en arrière. Bon, c'est ça, moi, je n'apprécie pas. Moi, je trouve que pour les voitures, dans leur cas, c'est assez rentable puisque déjà, il y a la sécurité qui est déjà garantie à la clientèle. Puisque tu te trouves dans une voiture, tu es à l'aise, tu ne prends aucun risque et autres. Bon, d'un autre côté, ce qui me fait autant si mal à travers ces nouveaux moyens de transport, c'est pour dire, il y a les chauffeurs, ils ont certaines conduites qui ne sont pas conformes aux normes, quoi. Disons, c'est quoi? Tu as un trajet à parcourir. Tu devrais quitter ici pour te rendre, disons, actuellement, je me trouve à Saint-État, je dois me rendre à Fiocet. Fiocet, c'est un endroit donné où je vais. Arrivé à l'endroit donné, eux, ça déjà le détour, le trajet à prendre pour aller. Mais ce qui me fait mal autant, c'est le constat de voir que certains chauffeurs essaient de prendre des détours plus longs. Genre, il y a déjà le trajet plus court, mais ils laissent ce trajet, ils en prennent un trajet plus long pour pouvoir maximiser le coût. Puisque c'est compte tenu de la distance, le coût est calculé. Et c'est ce qui me fait mal autant chez certains chauffeurs. Pour moi, c'est rentable parce que ça aide beaucoup. Non, il prend les raccourcis. Les raccourcis, c'est pour ça que moi je les apprécie beaucoup. Je conseille ça à tout le monde. Grand ou petit ou à eux, je conseille ça à tout le monde. Je prends ça au maximum par semaine, 3 ou 4 fois comme ça. Je conseille ça à mes amis et mes camarades. Bon, c'est plus en sécurité et bon, c'est plus aussi moins cher. Ils suivent le GPS quand on les envoie notre position. Ils suivent le GPS pour aller où on va. Donc souvent le GPS c'est sur notre trajet qui passe. C'est un bon moyen de transport. Surtout quand on est à 4, à 3 et quand on prend un nouveau moyen de transport pour aller quelque part. Au lieu de payer 1500 par exemple, si on est à 3, au lieu de prendre 2 SIM, avec une voiture, on est déjà là-bas avec le même prix en fait quoi. On n'a pas besoin de payer trop pour ça et c'est rentable et c'est fiable aussi.
Société à présent, dans cette édition, recevoir un cadeau est souvent considéré comme une preuve d'attention ou d'intérêt. Mais lorsque ce geste vient d'un prétendant, la situation peut devenir délicate, surtout pour une personne déjà engagée dans une relation entre simple courtoisie, respect du partenaire, risque de malentendu. Les opinions restent partagées à Cotonou. Des citoyens donnent leur avis sur le sujet à la question de savoir si il est favorable de recevoir ou de prendre un cadeau d'un prétendant. Ils se sont exprimés au micro d'Elisabeth Iladia à Diane Kouagou. Nous sommes des Béninois. Nous sommes dans un pays où nous avons des règles face à cette affaire-là. Marié a des règles. Copinage a des règles. Comment vous avez appelé l'autre de l'autre côté là? Concubinage, ça a des règles. Je veux savoir, ou bien je veux commencer par une femme mariée. Une femme mariée, en fond, ça se dit Ntchewe. Et quand on dit que quelqu'un d'autre lui donne quelque chose, la personne est quoi et qui en lui donnant quelque chose? Ça, c'est une question. Deuxième, quand vous dites que c'est une amie, elle est libre. Elle est libre pour monsieur tout le monde parce que pour le moment, elle ne t'appartient pas. Donc, elle peut prendre le cadeau de qui la trouve pour l'instant jolie aussi comme toi. Donc, elle peut prendre ça. Mais quand on dit, enfin, Asitchedi, ma femme, c'est un peu difficile de dire ou bien d'entendre que cette femme, même mon propre frère, ne peut pas donner un cadeau à ma femme sans rien me dire. Si c'est marié, c'est pas possible. Si c'est en concubinage, moi je suis un musulman, si c'est en concubinage ou en fiançailles, vous pouvez donner de cadeaux. Parce que si la fille, elle est toujours à la disposition de tout le monde, si elle n'est pas mariée. Même si vous l'avez dotée, fiançailles, quelqu'un peut venir vous l'arracher. Une femme qui a choisi son mari, il doit rester fidèle jusqu'au bout. Qu'est-ce que j'appelle au bout? Jusqu'à leur dernier souffle à eux deux. Le cadeau d'un prétendant n'est pas indiqué. Si c'est marié, vous n'avez pas le droit. Sauf si c'est un de vos parents, ou bien si c'est un ami de votre mari, et à condition que vous dites aussi à votre mari. Même si, ou bien l'autre aussi doit avertir votre mari. Mais si vous vivez en concubinage, vous savez ce que c'est. Le mot même dit ce qu'elle est. On a dit concubinage. Aujourd'hui, ce que moi je remarque chez moi, dans concubinage, les gens ont des enfants. Maintenant, comment on appelle ça? Je ne trouve pas la réponse de ça moi-même personnellement. Concubinage, ils ont donné des enfants. Sans connaître famille, sans connaître quoi. Mais ils ont des enfants et ils vivent comme ça. Comment lui peut donner des interdictions et que cette femme-là respecte l'homme qu'il est? Nous sommes en concubinage, j'ai donné un enfant, 2 enfants, et qui est responsable de qui? Je ne vois pas. Maintenant, si vous allez dire, c'est le cadeau. La femme qui est libre peut prendre n'importe quel cadeau. L'homme aussi. Quand la femme, un autre homme, le voit, et monsieur, madame, s'il vous plaît, venez, prenez ceci. Quand la dame est totalement honnête, bien consciente, cet homme sera arrêté automatiquement par les questions de verbal. Quand elle pose la question à cet homme et l'homme n'a pas pu répondre à elle profondément, elle peut la laisser ce qu'il a donné, ce que cet homme-là lui a donné. Cette édition se poursuit de nos frontières au Sénégal. Les députés ont voté ce lundi 29 juin 2026 une réforme constitutionnelle qui sera soumise
à référendum. D'après les dits du ministre de la Justice, avant même l'ouverture de la séance, les forces de l'ordre ont dispersé au gaz lacrymogène des militants de l'Alliance pour la République, le parti de l'ancien président Macky Sall, et d'autres formations d'opposition qui manifestaient aux abords de l'Assemblée nationale. Des interpellations ont eu lieu, puis les accès ont été bouclés. La tension a ensuite gagné l'hémicycle. Le député de l'APR, Abdoumbo, a refusé de quitter la tribune, exigeant la suspension des débats. Des députés patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité PASTEF ont tenté de l'en déloger physiquement, provoquant une bagarre. La gendarmerie est finalement intervenue sur l'ordre d'Ousmane Sonko pour l'expulser de la salle. Les députés d'opposition ont ensuite dénoncé un coup de force et décidé de boycotter la séance. Du Sénégal, direction la Russie, où le parti russe uni de Vladimir Poutine a tenu ce dimanche son congrès en vue des élections législatives prévues du 18 au 20 septembre 2026, les premières en 4 ans, avec pour objectif de valider ses candidats lors du congrès. En Russie, le parti au pouvoir doit présenter les grandes lignes de son programme et la liste de ses candidats après des primaires internes organisées en printemps. Une question domine qui conduira à la liste fédérale du parti lors du scrutin législatif. Plusieurs noms circulent, parmi lesquels figure le nom du ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Dans un contexte tendu, selon le média indépendant russe, le Kremlin redoute une campagne difficile, fatigue de la population face à la guerre en Ukraine, hausse des prix, baisse de la popularité du parti. Certains responsables auraient même évoqué un possible report du scrutin. Pour l'instant, le Kremlin affirme maintenir les élections à la Douma du 18 au 20 septembre 2026. Cependant, cette édition, pour boucler, le Canada poursuit son parcours historique à la Coupe du Monde. Les Canadiens se sont qualifiés ce dimanche pour les huitièmes de finale en battant l'Afrique du Sud 1-0 à Los Angeles lors de la première 16e de finale de la compétition. Longtemps indécise, la rencontre s'est finalement décantée dans le temps additionnel. Le capitaine Stephen a inscrit le but de la victoire à la 92e minute, offrant au Canada la première qualification de son histoire pour les huitièmes de finale du mondial. Grâce à ce succès, la sélection canadienne poursuit son aventure et affrontera au prochain tour le vainqueur de la rencontre entre les Pays-Bas et le Maroc, programmée dans la nuit de ce lundi à mardi à partir de 2h du matin. Mais avant tout, il est à noter que nous avons assisté à un match âprement disputé entre le Japon et le Brésil. Au thème de ce match, le Brésil sort vainqueur et se qualifie pour les huitièmes de finale sur le score de 2-1, tandis que l'Allemagne s'oppose au Paraguay à 21h30. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention, merci pour votre fidélité. Agréable soirée à tout un chacun.